Je souhaite vous parler aujourd'hui du pharmacien, botaniste, homme politique, vulgarisateur scientifique et écologiste Jean-Marie Pelt. Une fois n'est pas coutume, la chaîne Paranormal ou pas s'intéresse à un personnage qui n'est pas particulièrement connu pour s'être mêlé de paranormal. Pourtant, c'est loin d'être si clair, tant ce personnage curieux, dans tous les sens du terme, a exploré très largement autour de ses disciplines initiales. J'ai eu l'opportunité de consacrer une éco-biographie à Jean-Marie Pelt. On m'a parfois comparé à un arbre, que publient les éditions universitaires de Lorraine ce 13 juillet 2023. Éco-biographie, car j'intègre dans cette recherche biographique des plantes, les arbres, les environnements qui ont été marquants dans la construction de son identité et de son histoire, et c'est ainsi que tout un chapitre est consacré aux rameaux et aux feuilles mortes des sciences frontières. Pelt s'est intéressé à la voyance et aux travaux en parapsychologie de son ami Rémi Chauvin, mais il le mentionne très peu. Il évoque davantage le champ de l'astrologie, le lien entre la configuration des astres à notre naissance et notre caractère. L'astrologie est arrivée à un moment de sa vie où il traversait une très forte dépression qui le conduira à se soigner en hôpital psychiatrique, et ce fut donc une sorte de réchappatoire. Lui qui était souvent plus à l'aise avec les plantes qu'avec ses congénères humains, a trouvé là un ensemble de repères, notamment face à l'incertitude de l'existence, et il est assez difficile de savoir s'il appliquait l'astrologie vraiment sérieusement. J'ai recueilli des témoignages, l'un d'eux porte sur un licenciement dont le motif évoqué était le signe astrologique de l'employé qui était incompatible avec le travail demandé, mais ça pourrait être un motif fallacieux en plus d'être illégal. Un autre témoignage le montre plutôt en train de prophétiser les résultats électoraux le dimanche du deuxième tour en compagnie de ses amis politiques grâce au thème astrologique qu'il analysait. Plus intéressante est l'implication de Pelt dans le champ de l'homéopathie. Son intérêt pour les pharmacopées traditionnelles l'avait conduit à s'interroger sur les principes qui régissent l'homéopathie. Boiron avait proposé de financer la recherche doctorale d'Annette Lexa, sous sa codirection, afin d'établir expérimentalement certains effets obtenus avec de hautes dilutions. Alors l'homéopathie repose notamment sur le principe de l'hormèse, selon lequel une substance peut avoir tel effet à forte dose et un effet complètement inverse à faible dose, par exemple une microdose de café qui ferait dormir. Évidemment, le principe homéopathique consistant à hautement diluer les doses jusqu'à faire disparaître tout principe actif devrait logiquement détruire le principe hormétique. Pelt et Lexa vont travailler là-dessus, obtenir de premiers résultats positifs, mais qui vont demander confirmation, sauf qu'à la même époque éclate le scandale autour des expériences de Benveniste de l'INSERM, également financé par Boiron, et la presse va s'emballer. Une interview publiée dans le journal local déforme complètement les propos de Pelt, qui n'apparaissent plus du tout mesurés en ce qui concerne les travaux qu'il supervise, et dès lors, cette recherche trop sulfureuse va prendre fin avant même que les premiers résultats ne soient publiés, et l'homéopathie va connaître une omerta qui dure toujours. Comme il s'intéresse et aux plantes et à l'écologie, Pelt est friand de solutions biocompatibles en matière d'agriculture. Il s'interroge donc sur une forme d'agriculture biologique qui repose sur des principes ésotériques très particuliers, issus d'un courant nommé l'anthroposophie, qui propose également des perspectives alternatives dans le monde de l'éducation. Assimilée à une secte, l'anthroposophie n'a pas partout bonne presse. Pelt n'a jamais adhéré à ce mouvement, mais il a été proche de Pierre Rabhi, avec qui il rédige notamment Le monde a-t-il un sens. Il a encouragé l'anthroposophie et la biodynamie à plusieurs reprises, comme d'autres intellectuels, parce qu'il pensait intéressant que les effets de cette approche soient testés, dans la mesure où elle respecte des règles éthiques. Et toute solution, finalement pour lui, capable de rivaliser avec l'agro-industrie polluante, lui semblait bonne à examiner. Mais toutes ces relations qui lui ont apporté des soutiens politiques et financiers peuvent être considérées aujourd'hui comme de sérieux conflits d'intérêts, même si elles n'ont jamais abouti à faire dire à Pelt ce qu'il ne pensait pas, par exemple, que la biodynamie serait fondée scientifiquement ou supérieure à d'autres approches à l'étude. Dernier point, et celui qui m'a le plus stupéfait, au premier comme au dernier abord, c'est son intérêt pour la génotique, ou comment la musique pourrait améliorer la vie des plantes. Pas particulièrement mélomane, Pelt a croisé sur sa route un scientifique hors norme, plutôt farfelu, qui prétendait introduire la physique quantique en biologie pour déterminer des mélodies pouvant stimuler la synthèse de protéines chez les plantes. Très ouvert, probablement peu versé dans ces domaines, Pelt a vu en Joël Sternheimer un génie. Le seul qu'il ait rencontré dans sa vie. Il a donc tout fait pour trouver des terrains d'expérimentation pour ses idées. Il va donc s'enthousiasmer pour cette nouvelle approche révolutionnaire du vivant, par exemple,
par rapport à l'ESCA, une maladie de la vigne, qui va être soignée par des séquences musicales diffusées par des haut-parleurs aux quatre coins du champ. Ces séquences correspondent aux vibrations caractéristiques de deux protéines, l'une du champignon pathogène que l'on veut inhiber, l'autre des défenses de la plante que l'on veut renforcer. En comparant les plantations baignant dans cette musique avec un champ témoin, des constats chiffrés vont jouer en faveur de la génotique. Et donc cette méthode va lui tenir particulièrement à cœur parce qu'elle vient contrer les OGM sur leur terrain de prédilection. Alors, Pelt a-t-il sombré dans la pseudoscience? C'était pas si évident car la génotique intéresse de plus en plus de chercheurs et de décideurs. Un rapport en 2021 montre une forte augmentation du nombre de publications internationales dans la dernière décennie et des résultats obtenus dans des conditions parfois de triple aveugle qui viennent nous faire conclure que si finalement peut-être la curiosité de Pelt a permis d'ouvrir une voie nouvelle pour la science et pour l'écologie, ça reste une question pendante. Vous pourrez trouver tous les détails sur les travaux scientifiques et la vie très riche de Jean-Marie Pelt dans mon écobiographie, on m'a parfois comparé à un arbre, qui j'espère vous aidera à conserver cet esprit de curiosité qui scie à tout scientifique, qu'il s'occupe de sciences normales ou de phénomènes dits paranormaux.